Avant de vous présenter l'entrevue avec Stephen Blaney, que j'espère vous allez apprécier, on a tourné ça à Lévis il y a quelques jours, juste vous préciser deux choses. Un, il y a une émission d'actualité qui est sur Patreon. Si vous vous abonnez, si vous n'êtes pas encore membre, vous allez avoir une émission régulière, donc de presque 2 heures, où on traite de sujets d'actualité. Le deuxième, par souci de transparence, je dois vous préciser que la conjointe d'un des animateurs du podcast est candidate pour l'équipe de M. Blaney. Donc, on voulait le rendre public avant que des gens disent: «Vous êtes en conflit d'intérêts, vous n'êtes pas objectif». Donc, c'est dit, c'est au vu et au su de tout le monde. Maintenant que c'est dit, on peut passer à l'entrevue. Bon épisode, tout le monde. Bon, ben, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on continue notre section municipale avec la ville de Lévis. C'est le fun à Lévis, honnêtement. Les trois candidats à la mairie ont décidé de se présenter. Aujourd'hui, on reçoit Stephen Blaney dans le podcast. Donc, évidemment, Serge Bonin et Isabelle Demers vont également suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors, Stephen, bienvenue dans Yann et Frank. Merci beaucoup de m'avoir chez vous, Yann et Frank. Ouais, merci d'avoir accepté. Ouais. Qu'est-ce qui ramène Stephen Blaney en politique? J'ai le goût de commencer par ça, parce que les gens vous. Ben, il y a des gens qui vous connaissent, des gens qui vous Ouais. connaissent moins, mais je pense que l'image qu'on se rappelle de vous, c'est la politique plutôt au fédéral. Des fois, les gens se promènent du fédéral au provincial. Du fédéral au municipal, on dirait, personnellement, je l'ai moins vu dans ma vie. Qu'est-ce qui vous motive pour le retour en politique? Ben écoute, Frank, je te dirais effectivement, les gens peut-être l'oublient, mais j'ai été député fédéral de Lévis-Bellechasse de 2006 à 2021. Fait que je dirais que j'ai eu la chance de servir avec Stephen Harper. Puis pour moi, ça a été un grand chef, une grande école. Euh, Franchement, je me trouve chanceux d'avoir pu vivre cette épopée-là. Évidemment, en 2015, bon, on a basculé. On a été élu minoritaire, majoritaire. Par la suite, j'ai été dans l'opposition. Et là, c'est différent parce que tu n'es plus nécessairement aux commandes. Tu n'es plus dans l'équipe qui prend les décisions. Donc, après 2021, j'avais fait le tour. J'étais rassasié de mon périple en politique. Mais tu vois, là, je suis retourné dans l'hydrogène, puis je me suis rendu compte que j'avais encore le feu sacré pour la politique parce que j'aime le monde, j'aime la ville de Lévis, puis je pense qu'il y a des défis auxquels je peux offrir mes services pour y répondre. Fait que c'est un peu ça, là. Des fois, je dis à la blague que je me considère encore jeune et fringant, mais quand même, Frank, Lévis, c'est une ville extraordinaire. Parlons-en un peu au niveau municipal. Lévis, Gilles Laulier est là depuis quand même assez longtemps. Oui. Ville presque à parti unique dans le sens que c'est le même parti qui gouverne depuis les fusions municipales, si je ne me trompe pas. Force 10, évidemment, pour ne pas les nommer. Mais là, il y a une fenêtre d'opportunité pour tout le monde dans le sens que Gilles Laulier prenait sa retraite de la politique municipale. Ça ouvrait le chemin à des nouveaux candidats. Donc, on a trois candidats quand même relativement compétitifs dans la ville de Lévis. C'est quoi un peu l'héritage de Gilles Laulier? Puis comment tu voyais l'opportunité qui se présentait de ce côté-là? Ben effectivement, Gilles Laulier, je dirais, c'est un bonze de la politique municipale à Lévis. C'est près de 40 ans. Il était conseiller avant même la fusion de Lévis avec Lauson. Il était même là avant la ville nouvelle de Lévis parce que Lévis, comme on le connaît, on est ici aujourd'hui dans la portion ouest de Lévis, à Saint-Étienne, qui ne faisait pas partie de Lévis avant la fusion de 2001. Moi, j'habitais ici à Lévis en 93. C'était une municipalité indépendante. Et il y a eu Jean Garon. Ça a été le premier maire après les fusions. Ensuite, il y a eu Daniel Roy Marinelli et Gilles Laulier. Fait que c'est une ville relativement jeune, la nouvelle ville de Lévis qui a 23 ans. Et Gilles, son héritage, c'est quand même un maire. Je dis souvent que Gilles est très attaché à Lévis. Puis il y a des très belles valeurs, Gilles Laulier, des valeurs sociales, des valeurs communautaires. Gilles a contribué beaucoup. Une de ses grandes contributions, c'est d'avoir particulièrement aménagé la piste cyclable le long du fleuve Saint-Laurent. Et puis, ma foi, écoute, c'est un bon politicien aussi, je dois dire. Je l'ai côtoyé quand il était député provincial. Fait que je dirais, c'est pour ça que je prends grand soin, en toute candeur, de pas nécessairement de regarder où on prend la ville maintenant puis où on veut aller.
Puis effectivement, ben, c'est sûr que il y a des choses, il y a des décisions que Gilles a prises, M. Lehouillier a prises, qui me semblent aujourd'hui poser des défis auxquels que je souhaite relever avec l'équipe de Prospérité Lévis. Mais justement, quand on fait de la politique, il faut toujours avoir des priorités ou des choses qu'on dit, si je suis élu, c'est ça que je vais faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Si on essaie de tout faire, je pense qu'on déçoit un peu, tout le monde. Dans votre plateforme, vous parlez de 5 priorités, si je ne me trompe pas, pour la ville. Si vous êtes élu, justement, c'est qu'est-ce qui est prioritaire vraiment à Lévis? Parce que les gens parlent de toutes sortes de choses. Bon, l'élargissement de Guillaume Couture, l'habitation, tout ça. Pour vous, c'est quoi peut-être pas, c'est pas obligé d'être 5, ça peut être 10, vous en avez 10, mais les choses principales. Je te dirais, la principale, c'est vraiment de reprendre en main nos finances et notre développement. Puis un est interdépendant avec l'autre. Effectivement, je le mentionnais tantôt, on a échangé brièvement avant d'entrer en onde, le ratio d'endettement de la ville de Lévis est de 152 %. C'est-à-dire qu'on a 600 millions de passifs pour 400 millions de revenus. Ça en fait un des ratios les plus élevés au Québec en ratio d'endettement. Et si on compare avec Québec, ils sont à 80 %. Ça veut dire que sur le plan de l'endettement, on a une marge de manœuvre très restreinte. Il y a un cadre financier qui a été fait par la Ville ou qui a été adopté par les 2 autres formations politiques où on souhaite réduire ça à 130 %. Mais sur un horizon de 5 ans, ce n'est pas assez rapide. Et on doit aller plus rapidement pour reprendre en main nos finances. Évidemment, notre objectif, c'est d'éviter des hausses de taxes de 10 % en 2 ans comme on a connu. Donc, c'est de garder une augmentation du compte de taxes inférieure au taux d'inflation. Le défi, c'est vraiment... L'autre défi aussi, c'est que sur chaque dollar de taxes qu'on paye présentement, il y a 20 sous qui vont au service de la dette. Et 20 c'est le maximum légal. Fait qu'on est à côté partout. On a un ratio d'endettement élevé, on a une dette élevée, puis on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre nécessairement au niveau du taux de taxation qu'on ne veut pas trop élever. Fait que c'est ça le défi. Et ça, là, juste, je fais du pouce sur ce que votre réponse. Vous avez été au fédéral, vous le savez. Ce ratio-là de 20 sous pour $1, c'était à peu près celui qui a amené à une crise des finances publiques à Ottawa du temps de Paul Martin, qui ont amené les coupures de transfert aux provinces. Ça, donc, on parle de quelque chose c'est beaucoup. Là. Les gens, si vous nous écoutez, là, ça veut dire que... en même temps, tu sais... On ne veut pas être alarmiste, là. Il faut rappeler aussi que la différence entre une dette fédérale et une dette municipale, c'est qu'une dette municipale, comme on dit l'expression, est adossée à des actifs. Si on a un taux d'endettement de 152 % c'est parce qu'on a, par exemple, un nouveau poste de police avec un nouveau palais de justice. On a beaucoup de parcs. On a fait beaucoup aussi on a fait beaucoup d'investissements d'immobilisation qui n'ont pas nécessairement généré des revenus ou une amélioration significative de la qualité de vie. Je te donne un exemple, 2 exemples concrets. L'aréna Paul-Lacroix puis le BSR. C'est un aréna qui est juste à côté d'ici. On a versé plusieurs millions de dollars simplement pour refaire l'enveloppe extérieure. C'est de la tôle, ça, à l'extérieur. Ça n'augmente pas le nombre de glaces, ça n'augmente pas la qualité des vestiaires. Puis ça fait des sommes qui sont monopolisées, qui auraient pu servir, par exemple, en étant capitalisées sur des projets d'envergure pour augmenter notre niveau de service à notre population, puis avoir un effet de levier si on va vers des nouveaux sentiers pour investir. Parce que ça m'amène à notre deuxième priorité, c'est que là, la Ville, présentement, on a un fameux plan quinquennal d'immobilisation, mais il est principalement monopolisé par le rattrapage qu'on doit faire au niveau des infrastructures en raison de la densification. Fait que là, je déboule un peu, mais ma priorité, premièrement, c'est au 3 novembre, avec Équipe Prospérité Steven Blaney, notre première priorité, c'est d'arriver avec un budget, je dirais, équilibré dès novembre. Parce que c'est une affaire au monde municipal, c'est pour tous ceux qui nous écoutent à travers le Québec. Les gens sont élus en novembre, puis tu dois présenter ton budget en décembre. Fait que ça veut dire aiguise ton crayon, puis commence à patiner, parce que tout de suite, tu es placé face à la réalité. Fait que le premier budget de l'équipe Prospérité Lévis, on veut qu'il soit inférieur au taux d'inflation et commencer à travailler sur le ratio d'endettement, sur le service de la dette. On peut accélérer les sommes qu'on met à même les revenus pour les projets d'immobilisation. Puis on va aussi revoir les projets d'immobilisation parce qu'il y en a beaucoup. Puis qui dit immobilisation, on veut vraiment, c'est ça, y arriver avec une cible précise, pas trop de dettes. Quand on regarde justement les finances publiques de la ville de Lévis, l'année 2024 a été assez spectaculaire dans le sens c'est là qu'on s'est fait augmenter de plus de 7 % les taxes municipales au niveau résidentiel. Malgré tout ça, il y avait quand même du développement économique en 2024. Les revenus de la ville avaient augmenté de 13 % à ce moment-là. Moi, c'est une année qui est assez spectaculaire. On voyait les dépenses au niveau de l'administration générale exploser de 28 % dans le budget dans l'année 2024.
Moi, ça a été une année qui m'a marqué vraiment pour Lévis de ce côté-là. Je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose au niveau de l'administration générale, au niveau de la direction générale également. Les politiciens qui vont passer par après vont avoir un problème au niveau du budget, notamment à cause du fameux 20 % du service de la dette qui est super important. Il y a un mot ou une séquence de mots qui est revenu beaucoup dans la campagne électorale. C'est le mot diversifier ses revenus. On a vu ça beaucoup. Et finalement, on a découvert c'était quoi un peu diversifier les revenus avec le rapport de Raymond Chabot, où est-ce qu'on étudiait 31 nouvelles façons de taxer les citoyens, les entreprises et les industries dans la ville de Lévis. Et puis, quand on regarde les promesses qui sont faites un peu au niveau des taxes municipales, à peu près tous les partis politiques semblent vouloir une certaine stabilité, un peu comme Prospérité Lévis, vous voulez maximum l'inflation, tout ça. Mais qu'est-ce qui attend les citoyens dans le détour? Est-ce que c'est ce rapport-là de Raymond Chabot qui va dévoiler toutes sortes de nouvelles façons de nous taxer dans la ville de Lévis pour éviter des hausses de taxes? On sait déjà qu'avec les adversaires, il y en a déjà qui sont prononcés pour une taxe sur le stationnement. Puis diversification, c'est un beau synonyme pour dire on va aller chercher l'argent ailleurs sans dire qu'on a augmenté ton compte de taxes. Alors pour nous, c'est jouer sur les mots. On est vraiment... Il y a deux façons d'équilibrer un budget. C'est d'augmenter les revenus ou de couper les dépenses. C'est sûr que pour nous, en revisant notre plan quinquennal d'immobilisation, on pense être en mesure de réduire les investissements, mais encore là, on veut investir sur les besoins fondamentaux, trottoirs, rues, pavages. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est clair qu'on n'a pas l'intention de se garrocher, excusez l'expression, dans la diversification, parce que c'est une avenue, c'est une manière déguisée d'augmenter les taxes, d'augmenter la charge fiscale sur les contribuables, qui est déjà assez élevé. Ce qu'on veut, c'est aller dans l'autre sens. Et ça m'amène à notre deuxième priorité, c'est le moratoire. Parce que présentement, non seulement la Ville, cette année, la Ville a environ 2400 permis de construction, fait que ça génère des revenus. La question qu'on poserait spontanément, c'est où aller tout l'argent qu'on a généré par les revenus additionnels de l'augmentation de la population et des unités de logement. Normalement, on pense à la taxe de bienvenue, par exemple. Oui, c'est ça. Et là, si on est... premièrement, cet argent-là, manifestement, elle a été investi dans des projets. Je regardais juste les projets d'immobilisation dans les 5 à 10 dernières années. Là, à Lévis, c'est 100 millions de dépassements de coûts. Alors ça, c'est de l'argent. Puis en plus, souvent, c'est de l'argent, c'est directement dans les poches des contribuables. Ce n'est pas des effets de levier ou des contributions. Les dépassements de coûts des projets d'immobilisation de la Ville, puis il y en a eu beaucoup, sont tous assumés par le citoyen. Fait que, on a le cadre financier ici qui a été adopté par la Ville de Lévis, qui a été approuvé par l'opposition, mais il ne tient pas la route à cause de ces dépassements de coûts-là. Fait que pour revenir à ta question, nous, la diversification, ce n'est pas une option. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut considérer, c'est le développement. Et ça, on est en contact avec les... Tu sais, on a fait beaucoup de développement. On a des promoteurs à Lévis, la PCHQ, l'Institut de développement urbain. Ces gens-là nous disent, écoutez, nous, on est prêts à faire notre part pour qu'il y ait un coût équitable pour le développement des infrastructures. Parce que présentement, on a tellement développé que nos stations de traitement des eaux usées sont à pleine capacité, puis on doit injecter 300 millions pour les mettre à niveau. Bien, c'est ça. Pourquoi on a un moratoire? On sait qu'il y a un moratoire à Lévis. Je ne suis pas sûr que 100% des citoyens sont au courant exactement pourquoi on a un moratoire. Pourquoi on a un moratoire? Puis ce qui n'est pas facile à expliquer parfois, c'est quel va être l'impact du moratoire sur le compte de taxes. Parce que cette année encore, on va bénéficier des revenus de taxes foncières, de droits de mutation, de taxes de développement générés par les 2500 portes. Mais avec le moratoire, graduellement, ce nombre de permis-là va se diminuer. Et les revenus, on va être privé de ces revenus-là. Alors que vous le mentionniez tantôt, on a 45 du budget de la Ville qui est consacré à notre masse salariale, qui est sous convention avec des négociations. Fait qu'on a des ententes contractuelles avec notre personnel pour faire en sorte des augmentations qui sont plus élevées que le taux d'inflation. Ça veut dire que ça nous laisse une marge de manœuvre réduite pour être en mesure d'équilibrer notre budget tout en restant en deçà de l'inflation. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des revenus additionnels pour justement atteindre nos cibles de réduction de déficit et de taux d'endettement. Donc, le moratoire, c'est qu'il y a eu une densification rapide à Lévis. Je donne souvent l'exemple d'un Canadian Tire. Tu sais, tu avais la clé avec une réglette. Là, puis tu disais, je peux-tu aller aux toilettes? Puis là, le gars te donnait la clé, tu allais débarrer la porte sur le côté. Là, c'est les tours FITS qui sont là à Lévis. Là. C'est des 200, 300, 400 unités de logement. Fait que quand tu tires la chasse d'eau, là, ça s'en va tout à la station de traitement des eaux usées. Fait que c'est l'égout, dans le fond. C'est pas l'aqueduc, c'est vraiment le volet égout. C'est pas l'eau qu'on consomme, ce sont l'eau quand on tire la chasse d'eau. Et ça, comment a-t-on pu permettre une densification sans planifier que les infrastructures devaient suivre? Quand l'urbanisme a dit on va permettre la densification, qui est allé voir les ingénieurs et dit hey, ça, tantôt, là, quand on va se mettre à flusher les toilettes, là, ça va rentrer dans tes stations.
Puis on a des normes à respecter au niveau environnemental. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est la mobilité. Fait que la planification, c'est un enjeu sur lequel, évidemment, on veut se plancher, d'où le moratoire, on veut remettre du développement graduel. Vous avez passé vite là-dessus, vous avez mentionné il y a des de mes adversaires qui se sont engagés sur la taxe sur le stationnement. C'est quoi cette affaire-là? Ben, écoute, dans le rapport en question, là, il est possible qu'on commence à facturer du stationnement à Lévis sur les stationnements publics, puis augmenter. Comme je l'ai dit tantôt. Mettre des parcomètres à des ben endroits. Oui, mettre des parcomètres, chercher partout à aller chercher l'argent, pomper l'argent du monde. Mais ça ne réglera pas le problème structurel qu'on a, qu'on doit ramener à contrôler nos dépenses. On a parlé des frais d'administration, puis on a parlé aussi de cette propension-là à se lancer dans des projets d'immobilisation qui n'ont pas de retombées. Je donne un exemple concret. Monsieur Sénéchal est au courant. On a un projet d'envergure. Moi, j'aimerais qu'on reçoive les Jeux du Québec à Lévis. Ça, on l'a proposé. Là, il y en a d'autres qui nous copient. Ils sont toujours un peu... c'est cool, les Jeux du Québec. Écoute, ça génère 5 millions. Quand si Lévis se fait déterminer le Jeux du Québec, on reçoit 5 millions du gouvernement du Québec pour mettre à jour nos infrastructures. Comme le stade Georges Maranda, mettons, comme par exemple. Mais le stade Georges Maranda, je ne sais pas si vous savez, Franck, mais c'est un complexe sportif d'envergure. Georges Maranda, c'est le premier joueur de baseball à jouer dans la Ligue nationale de baseball. Il vient de Lévis. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est trouver une façon intelligente de gérer ce stade-là, pour que ce ne soit pas les bénévoles qui allent l'entretenir. Ça fait des années que ça dure. Donc, nous, on veut mettre un mode de gestion avec un OBNL pour justement faire en sorte qu'il y ait une dynamique, je dirais, qui fait en sorte que si on regarde ce qui se passe à Québec, au stade Canac, ils sont capables de mettre un terrain synthétique à même la base d'investissement parce qu'il est bien géré. Mm-hmm. Je m'emporte parce que je suis passionné. Je suis passionné, par ma ville, Franck. On aime ça, on aime ça. Je vous amène à un autre endroit que je n'avais pas pensé à aller, mais en vous écoutant, ça me fait penser à ça. On le sait, à Québec, on dirait que c'est comme... Il y a comme quelque chose qui s'est brisé entre Québec et Lévis à un moment donné, à cause notamment du projet de SRB, que Lévis est sorti à un moment donné, Québec. On a l'impression que depuis, les liens entre la ville de Québec et la ville de Lévis se sont jamais rabibochés vraiment. Comment vous voyez les relations entre Québec et Lévis? On a souvent l'impression que les deux villes sont un peu à couteau tiré. Un veut le tramway, l'autre veut le troisième lien. La ville de Québec, on dirait, veut pas trop parce que ça pourrait amener plus de développement à Lévis. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Comment on fait? Parce qu'on n'a pas le choix un peu de travailler ensemble à un moment donné. Là. Tout à fait. Écoute, on le voit, on a un exemple concret, les deux chambres de commerce. La Chambre de commerce de Québec, la Chambre de commerce de Lévis ont compris que l'union fait la force. Puis Lévis, Québec, on est, je dirais, condamnés à réussir ensemble. C'est clair. Maintenant, ce qui est important de voir, la mobilité, c'est complémentaire. Un plan de mobilité régionale, ça va être aussi bon pour Québec que pour Lévis. Puis un bouclage périphérique, on sait que ça va être extraordinaire pour Lévis, mais ça va être bon pour le bas du fleuve, ça va être bon pour Charlevoix, ça va être bon pour les gens de Québec, ça va être bon pour, je dirais, à la limite, pour les gens de l'île d'Orléans. Mais on a besoin d'avoir une vision globale, complémentaire, et pas toujours dresser les projets les uns contre les autres. Si on regarde ce qui se passe à Québec, ils vont prendre leurs décisions en termes de mobilité, mais moi, je peux vous dire que nous, on est déjà prêts parce qu'à la tête des ponts, à Place Laurier, les investissements se font pour assurer l'interconnectivité. Puis c'est clair que la mobilité, on a beau parler de Guillaume Couture puis de troisième lien, ça commence aussi avec l'interconnectivité à Québec et elle se fait présentement. Puis tous les investissements qu'on voit à tête de Boulevard Laurier, là, c'est les gens de Lévis qui vont en profiter là, bientôt. On dirait qu'une thématique qui revient beaucoup avec les questionnements municipaux qu'on se fait, parce qu'on a parlé à des gens de Laval, on a parlé à des gens de Québec, le volet piste cyclable prend de plus en plus de place parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans plusieurs villes du Québec, les pistes cyclables ont été développées extrêmement vite. On se demande quasiment s'il y a une compagnie de bollards quelque part qui n'a pas les mains pour influencer les politiciens d'un côté puis de l'autre. Il y a beaucoup de kilomètres de pistes cyclables qui ont été faits dans beaucoup de villes. Lévis n'y a pas échappé. Non. On entend certains citoyens dire « c'est assez les pistes cyclables, il y a trop de pistes cyclables ». La question qui tue, dans 4 ans, après 4 années de Steven Blaney et son équipe, est-ce qu'il y a plus ou moins de kilomètres de pistes cyclables? C'est une question qu'on a posée à Claude Villeneuve à Lévis, pas à Lévis, mais à Québec. Ouais. On avait été surpris un peu de la réponse parce que Claude, quand même, c'est centre-gauche, puis il le dit publiquement. Puis lui, il disait ça va être moins. Il y a vraiment des pistes cyclables qui ne faisaient pas de sens. Fait que c'est-tu quelque chose qui est dans les plans d'en avoir plus ou moins du côté de Prospérité? Moi, je te dirais, chose certaine, une chose qui m'apparaît importante au niveau cyclable, là, puis on sait qu'il y a des modes aussi, des modes de transport actif, puis on peut être en faveur d'une mobilité polyvalente.
le plus possible, prendre des moyens de transport novateurs. Moi, je te dirais, si on parle de pistes cyclables, il y en a une qui m'apparaît critique, qu'on a oublié beaucoup, c'est celle sur le pont de Québec. On a parlé d'interconnectivité. Là. Déjà, au niveau des voitures, c'est pas simple. Au niveau des autobus, c'est pas beaucoup plus simple. Puis si on regarde les vélos, je sais pas si vous avez fait... moi, je fais souvent la boucle là, Québec-Lévis là, par les pistes cyclables. C'est dangereux. La bonne nouvelle, c'est que le pont appartient maintenant au fédéral. Fait que j'ai hâte d'aller cogner à leur porte pour leur dire « Aménagez-nous une piste cyclable dans le sens du bon sens, le pont de Québec. » Ça, c'est pour le pont de Québec. Pour Lévis, je vous dirais, écoutez, il y a quand même un déploiement de réseau de pistes cyclables qui s'est fait. C'est quand même un lien qui est uniforme, qui relie toutes les différentes... Nous autres, on veut bâtir le sentiment d'appartenance sur tout le territoire à Lévis. Maintenant, je te dirais... Il faut y aller en fonction de notre capacité d'investir. Puis ma priorité aujourd'hui, là, c'est les refoulements d'égouts qu'on a eus à Saint-Rédempteur, à Charny, à Saint-Étienne, puis les investissements qu'on doit faire sur Saint-Laurent. Fait que je te dirais, oui à la mobilité, mais on va quand même se concentrer sur les besoins de base des gens. Puis je te dirais, présentement, Guillaume Couture, il y a encore des tronçons qui ont besoin d'asphalte. On a des rues qui n'ont pas d'accotement. Fait qu'on va se concentrer sur les besoins fondamentaux, puis sur puis éviter aussi... Il faut penser aussi, M. Sénéchal, Yann, à chaque fois qu'on fait un investissement, qu'on ajoute une infrastructure, il faut penser à l'entretien. Ben oui. Puis présentement, je reviens là-dessus sur le fameux plan là, de financier qui a été adopté par les deux parties. On n'investit pas assez pour assurer le renouvellement, le rattrapage de nos infrastructures. Fait que notre priorité, ça va être de faire un rattrapage au niveau des infrastructures existantes plutôt que d'en ajouter des nouvelles. Très bon. Vous parlez dans votre programme, on change de sujet, Oui. de thématique un peu, Oui. mais dans votre plateforme, vous dites moderniser les institutions municipales et réviser les règlements municipaux. Donc, on le sait, il y a beaucoup de gens un des constats qui revient souvent, c'est compliqué. Quand tu fais affaire avec la ville, c'est un peu, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. Bon. Et vous dites, on réviser en profondeur les règlements, en fait, simplifier la vie des citoyens et des fonctionnaires. Ça peut ressembler à quoi, simplifier les règlements puis moderniser un peu la ville? C'est sûr, je viens d'une école où on aime, comme on dit, couper dans le red tape. On aime ça couper dans la paperasse parce que ça alourdit les procédures pour rien. Puis ça fait travailler des fonctionnaires pour un résultat qui peut être atteint d'une façon plus rapide d'une autre manière. Concrètement, il y a une chose que je dois vous dire, Frank, qui m'a frappé beaucoup, c'est que j'ai, au cours des derniers... même au cours de la dernière année, je me suis entretenu avec des citoyens, avec des conseillers sortants, et je leur disais, quand il y a un enjeu, puis un commettant vient te voir, qu'est-ce que tu fais? Il dit, le conseiller, je lui ai dit d'appeler le 311. Ça, le 3-1, c'est la ligne, là, la ligne un peu, là, tu sais, info-santé quasiment. Là. Je m'excuse, mais quand tu vas voir ton conseiller, à moins que ce soit là, de savoir, tu as besoin d'une problématique particulière, si les élus sont là pour dire appelle le 3-1, regarde, on va mettre une boîte vocale. Un élu, c'est là pour accompagner un commettant dans des dédales administratifs. Ça, c'est une chose que je répète à mon équipe, je vous dirais de plus en plus, si les gens nous honorent de leur confiance le 3 novembre, c'est que vous allez être des porteurs de ballon des enjeux de votre commettant dans la machine administrative. C'est quand même une bureaucratie de 1500 personnes avec des directions, avec toutes sortes de structures. Fait que ça, c'est le premier point. Le premier point, on a annoncé un autre ce matin, c'est qu'on veut créer, par exemple, un guichet unique pour les organismes communautaires. Pas qu'il y a à se naviguer dans le dédale administratif puis se perdre dans les virgules. Fait qu'on veut vraiment simplifier les procédures. Fait que c'est pas mal les deux mesures qu'on a en place. Puis c'est clair qu'au niveau de la réglementation, on aime bien, on appelle ça l'expression, c'est des clauses crépusculaires. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est s'assurer que si une réglementation est désuète, pas sert plus, on la floche, ou on la modernise, ou on l'actualise, puis on la revisite aussi. Fait que c'est un peu ça. L'idée, c'est de ne pas étouffer le citoyen avec de la paperasse puis avec de la réglementation, mais c'est facile à dire. Pour le faire, on va avoir besoin de tout le monde. Ouais. La ville de Lévis, je l'ai dit un peu, c'est gouverné au niveau politique par principalement un seul parti depuis longtemps. Il y a eu une brèche qui a été percée par Serge Bonin récemment à la dernière élection en 2021, qui était le premier non-élu, si on veut, de Force 10. Il y a des critiques qui étaient émises par M. Bonin à l'époque d'un grand manque de transparence de la ville de Lévis. On était habitué justement de répondre à un parti unique. Est-ce qu'on sent que ça s'est amélioré, selon vous, la transparence de la ville de Lévis, ou c'est encore extrêmement difficile? Parce qu'on se convoit avec Prospérité Lévis, vous êtes tous des gens non élus.
Donc, comment vous avez trouvé l'expérience de monter une plateforme électorale, de préparer les travaux budgétaires, par exemple, que vous devez présenter à la population, avec une machine qui n'est pas habituée d'être si transparente que ça? Bien, premièrement, juste tantôt, on parlait du rapport de diversification. J'étais en débat et puis on m'a demandé si j'étais en faveur de la diversification. Les deux autres partis, bien, j'ai dit, écoutez, il faudrait que je prenne connaissance du rapport. Ils m'ont dit, bien, écoute, il est disponible. On a appelé justement au 311, il n'était pas disponible. Il avait été remis aux conseillers pour journalistes, mais monsieur, madame, tout le monde, puis Prospérité Lévis, on n'y avait pas accès. Là, quand on a dit ça, comme ça, il s'est retrouvé en ligne là, dans les 24 heures qui ont suivi. Fait que le rapport de la diversification, de toute façon, on sait c'est quoi, on l'a dit tantôt, on n'avait pas besoin de le savoir que c'était une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Maintenant, évidemment, pour le développement, on va revenir. Donc, ça, c'est un exemple de cette transparence-là qu'on veut améliorer. Aussi, ce qu'on constate, c'est que les budgets, les données financières sont souvent macro et sont difficiles à aller chercher quand on veut la granularité. Maintenant, bien, écoute, nous, ce qu'on veut faire là-dessus, c'est clair, c'est qu'on veut mettre un tableau de bord accessible aux citoyens, qu'on veut mettre en disponibilité, qui va être revu de façon mensuelle ou trimestrielle avec les indicateurs. Les gens puis plus on va être en mesure d'informer les gens, plus on va être en mesure d'avoir, je dirais, des citoyens éclairés. L'autre volet aussi, Yann, c'est les réunions du Conseil. Quand tu fais une réunion du Conseil, c'est l'adoption de règlements de résolution. C'est un charabia. À moins vraiment d'être branché puis d'être capable de cliquer pour avoir le lien, on veut des rencontres plus transparentes avec plus d'explications que finalement une codification qui fait en sorte que c'est du charabia et ça désintéresse les citoyens. Avez-vous assisté à quelques rencontres du conseil municipal récemment? Quelques-unes de façon virtuelle. Plusieurs membres de mon équipe sont allés, ont posé des questions. Et disons qu'on a eu des réponses. C'est toujours mieux d'avoir des réponses. On a parlé de mobilité tantôt. Ouais. Vous parlez aussi d'adapter le transport collectif aux réalités locales. On le sait, là, les sociétés de transport au Québec ont été... Ouais. Ont été ciblés. Ben, ciblés, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais... Geneviève n'était pas contente. Geneviève n'était pas contente. Mme Guilbeault n'était pas contente. Il y a eu une évaluation qui a été faite. Là. RTC à Québec est assez mal paru là-dedans. Ouais. La STL, moi, je me fais le porte-parole de ma conjointe. Elle prend tous les jours l'autobus pour aller travailler. À Laval? Ici, à Lévis. À Lévis, oui. Et trouve que des fois, ça laisse à désirer un peu là, le service, que souvent, les autobus sont en retard, des fois, le trajet est annulé. Et c'est quoi le plan pour améliorer le transport à Lévis? Parce qu'on le sait, c'est pas Québec, c'est pas Montréal, mais ça grossit. Là. Je te dirais le plan en 3 étapes. Le premier, c'est qu'il y a eu effectivement, Mme Guilbeault a fait la ministre des Transports de l'époque, a fait un audit des sociétés de transport. Et je dois dire que la société de transport est parmi l'une des mieux gérées. Puis beaucoup de recommandations qui ont été émises dans l'audit sont des choses qui se font déjà à la Société des transports de Lévis. Fait que ça, c'est quand même un point positif. Puis moi, je dis, on a besoin d'avoir un système de transport, des réseaux de transport en commun efficace, puis on doit veiller à l'améliorer. Maintenant, ce que j'ai réalisé au fil de mes rencontres, c'est que la Société de transport de Lévis, présentement, on parlait du compte de taxes tantôt, il y a 91 $ par citoyen qui va à notre Société de transport. La ville de Sherbrooke, c'est environ 132. La ville de Québec, c'est 230 $. Ça veut dire qu'on finance relativement peu notre société de transport de Lévis à ce moment-ci. C'est clair qu'on a l'intention il y a déjà une augmentation prévue d'environ 2,5 % au cours des prochaines années. On va s'assurer que c'est suffisant. Puis que si on injectait davantage, ce serait pour l'amélioration de le service, notamment au niveau de la desserte. Fait que première chose, la société est bien gérée et elle fait beaucoup avec peu. Puis là, on est allé récupérer un 30 $ sur la taxe d'immatriculation. Deuxième point, c'est, dans le fond, c'est quoi notre vision du transport en commun, si on peut dire. Nous, c'est pas d'avoir une solution mur à mur avec un concept, je dirais, idéologique qui va finalement coûter une fortune puis venir un peu paralyser notre développement. On voyait encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'était plus capable des cônes là, sur Guillaume Couture. On peut les comprendre. On peut les comprendre. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Il est important, quand on planifie des travaux, qu'on les planifie dans le temps. Parce que là, présentement, ce qu'on réalise, là, c'est que les travaux s'étirent. Il y a des entrepreneurs qui me disent, Steven, on aurait pu finir 2 mois plus tôt, mais à cause de lourdeur administrative, on était obligé de laisser nos cônes là, puis de manquer, je dirais, quasiment de respect envers les citoyens. Parce qu'à un moment donné, les voies de circulation, c'est fait pour circuler, surtout quand on a la congestion qu'on connaît. Donc, pour nous, je reviens à la transport en commun, l'axe, c'est Guillaume Couture, et c'est vraiment, il vient d'être aménagé en 3 voies.
3 voies, dont une voie réservée. On vient d'injecter 150 millions. Nous, c'est de continuer progressivement de cette manière-là, avec, en fonction de notre capacité de payer, en fonction des programmes aussi, mais on va y aller à notre rythme, puis on va y aller aussi graduellement pour vraiment favoriser, encourager les gens à prendre le transport en commun. Parce qu'il faut se le dire, avec la densification, on doit quand même être réaliste que, Guillaume Couture, on va devoir avoir un transport en commun qui est amélioré. Fait qu'on veut améliorer le transport en commun. Puis, je dirais à ta conjointe, ça va être important qu'on continue à l'améliorer et qu'on soit en mode écoute parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière avec la densification qu'on a connue pour avoir un système de transport qui est vétuste, je peux dire. Parce qu'elle, ce que je fais, C'est son porte-parole. Je rapporte ses propos. Je pense qu'elle va être contente que ça se rende à des oreilles intéressées. Ça va bien manger ce soir. Exact. Mais ce qu'elle me disait... Elle me disait qu'à un moment donné, elle s'était informée auprès de la ville, là, à savoir pourquoi, par exemple, son trajet était souvent annulé. D'autobus, elle doit se rendre sur la colline parlementaire. Donc, la L2 qui traverse l'autre bord. OK, ça traverse, et puis, à un moment donné, on lui a répondu, ben là, c'est pas de notre faute, il manque de chauffeurs. Moi, j'ai regardé, je pense que c'est assez bien payé, là, chauffeur d'autobus à Lévis. Ouais. Comment ça qu'on est à marcher de même? Là? On devrait être capable d'avoir un service qui a de l'allure. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'effectivement, il y avait un transport pour se rendre à la colline qui a été... il y a eu une décision de prix de focusser sur Lévis, mais quand même, on parlait tantôt d'interconnectivité. Fait que c'est clair qu'on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jean. Puis il y a beaucoup de gens, je connais des gens qui ont fait des carrières complètes qui partaient de Saint-Étienne le matin puis qui se rendaient de l'autre côté en voyageant avec nos autocars. Puis là, il y a eu des changements de fait. Ça, c'est des décisions, effectivement, d'après moi, en tout cas, il y a eu des décisions prises. Pour te dire, il y a des gens qui sont allés, là, des proches à moi, là, puis ils ne se sont pas sentis écoutés. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens. Pourquoi moi, je me suis installé à Lévis? Quand j'ai commencé en 93, ma conjointe et moi, on travaillait à Québec. Fait que donnez-nous un système de transport en commun qui a de l'allure, on va le prendre puis on va être bien content. Là. Fait que je dirais que la préoccupation de votre conjointe est légitime. Puis on a encore beaucoup de gens qui travaillent à Québec. On le voit avec la circulation. Donc ça, j'ose espérer, là, puis on va prendre l'état des lieux quand on va arriver parce qu'il faut que tu saches que sur la Société de transport de Lévis, il y a 6 membres du comité exécutif puis du conseil municipal qui siègent sur le CA. Fait qu'on est comme... on a des comptes à rendre, mais je te dirais qu'avec l'interconnectivité dont on parlait tantôt, je m'attends à ce qu'il y ait des améliorations significatives pour que les gens puissent connecter sur le réseau qu'on nous promet à Québec. Bien, exact, mais comme on parle d'interconnectivité, pensez-vous que sur le long terme, ça n'aura pas le choix de passer par un autre lien? Moi, c'est l'impression que j'ai, parce que, bon, Lévis, Québec, centre-ville, faire toujours le fer à cheval, c'est compliqué. Sur le long terme, à mon avis, on a souvent opposé, bon, le 3e lien avec les projets de transport en commun. Pour moi, tout ça va un peu ensemble. Là. À long terme, je veux dire, ce trajet-là fait comme aucun sens. Là. Là, si on parle du 3e lien, parce que là, pour le transport en commun, je pense que les axes Pont de Québec, Pierre-Laporte peuvent bien nous traverser, là, faire l'interconnectivité. On a la L1, L2, L3. Maintenant, si on parle d'une vision de mobilité régionale, on parle pas juste de transport en commun, mais on parle de à peu près ce qui préoccupe 98 % des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'autobus très, très souvent. C'est clair que j'y croyais, je te dis, dès 2018, quand j'ai déposé un projet pour avoir un 3e lien périphérique à l'Est. Puis pendant la pandémie, j'avais beaucoup de temps parce qu'au bureau, il y avait moins de téléphone. Alors, j'ai vraiment regardé ce qui se faisait partout à travers le monde au niveau de la mobilité. Et j'ai trouvé des articles, notamment aux Pays-Bas, ils appellent le fameux Ring Road, la boucle de ceinture. Tu sais, quand on parle de Paris, les arrondissements, c'est une autoroute de ceinture qu'on a à Paris. Toutes les grandes villes, premièrement, ont une autoroute de bouclage. Puis on ne parle pas de lien interré parce qu'on a vraiment un déficit. Puis ça a été démontré que l'on parle de Montréal, que l'on parle de Gatineau, que l'on parle de plein de grands centres, on est en déficit, on le sait, là, puis je viens dans des lieux communs, mais le pont Pierre-Laporte a été inauguré en 1970. Le pont de Québec, ça remonte quasiment à Maurice Duplessis, puis avant, là, parce que lui, il l'avait agrandi. Là. Fait qu'on est vraiment en retard. Puis la population a explosé. Juste de 40 000 depuis que la ville est fusionnée. Fait que quand même, c'est beau de dire qu'on veut éviter l'étalement urbain, mais le monde là, qui peuple, puis le monde qui habite, là, ils ont besoin d'avoir des infrastructures décentes. Alors, c'est clair qu'on est dû pour un bouclage périphérique. On pense juste à l'autoroute 40 à Québec, elle descend dans le fleuve. Il y a des études qui datent de 1979 de Transport Québec qui nous disent c'est là que ça va. Un bouclage périphérique à l'est, on parle de la pointe de l'île d'Orléans, c'est-tu les lignes électriques, les pylônes électriques passent en dessous de l'île, un pont, un viaduc. Ce qui est
faut le dire, ce qui est un peu regrettable, Frank, là, c'est qu'on a le pont de l'île d'Orléans à 3 milliards de dollars, alors que c'est ça serait le fun de combiner tout ça dans un ouvrage qui relie l'île d'Orléans et Lévis et la Rive-Sud. Fait que c'est clair que moi, puis le lien central que nous propose la CAQ actuellement, c'est pas gagnant. Ça n'a pas d'impact. C'est pas structurant. Ouais, vous n'êtes pas le premier à émettre des doutes. À date, tous les candidats qu'on rencontre. On peut dire les vraies affaires. Ils veulent pas le faire. Le projet qui a été présenté, c'est pour pas le faire. Moi, personne n'y croit. Là. À date, on vous a rencontré, vous, M. Villeneuve, M. Lachance à Québec, on a rencontré. Même les gens qui sont pour nous disent ce projet-là n'a aucun sens. On parlait de Repensons Lévis tantôt. Là. Le chef actuellement, c'est un ancien membre du Parti québécois. Il était candidat au Parti québécois. Ils sont contre le troisième lien à l'Est, mais là, ils sont contre ce projet-là. Fait que tout le monde est d'accord. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on est tous d'accord. On ne veut pas d'un lien central qui coûterait une fortune, qui n'aurait pas de valeur ajoutée pour la mobilité. C'est un projet qui est effectivement, comme le dit M. Sénéchal, vous le dites, Yann, c'est un projet. En tout cas, j'ai eu la chance de m'exprimer là-dessus. Ce n'est pas un projet dans lequel on pense qu'il peut avoir une valeur ajoutée. Moi, j'aime mieux qu'on se concentre sur un lien périphérique à l'Est. C'est ce que j'ai fait à ma première conférence de presse et c'est ce qu'on fait depuis 2018. Ça nous prend un périphérique à l'Est. Mais ça, comment on fait si on est maire de Lévis pour mettre la pression sur le gouvernement pour s'enligner vers ces priorités-là? Ça passe par quoi? Parce que ça a été un gros cheval de bataille de M. Lehouillier. Et là, on sent que, bon, il s'en va avec une certaine amertume. Il dit qu'il ne croit plus le gouvernement. Oui. Il y a beaucoup de cynisme, là, je pense, des citoyens. Il y a les gens qui nous regardent, qui sont des citoyens de Lévis. On le s'entend, la vaste majorité des gens sont pour. Ils leur disent. Ouais. Mais il y a un genre de... Il y a une odeur de morosité. Là. Il y a une odeur de bye-bye. C'est ça. Ça va être quoi? Ça va être quand le sketch qu'ils vont faire sur le bye-bye cette année, dans le bye-bye cette année, sur le troisième lien? Ça va être avec Cléopâtre ou je sais pas quoi? Puis les gens de Montréal vont-tu nous dire comment on doit faire notre développement? Qu'on salue en passant. Bon, là, regarde. La différence entre M. Lehouillier, je suis d'accord avec lui que ça nous prend un bouclage périphérique. La différence, c'est que moi, je le veux à l'Est. Et ça, j'y tiens mordicus. Et je vous dirais, c'est la valeur ajoutée d'avoir, quand on dit que ça prend du changement, là, bien, ça prend un discours clair. Et je dois vous dire, j'ai déjà eu la chance de m'exprimer auprès du ministre Drainville, qui était le ministre de l'Éducation, qui est le député de Lévis. Et je l'ai déjà fait, j'ai l'intention de le faire dès le 3 novembre. Mais ce que j'ai l'intention de faire aussi, parce que le bouclage périphérique, on s'entend, là, le gouvernement, il change de projet à tous les 2 ans. On va se le dire, là. Bon, fait que là, on peut partir le chronomètre. Là, ils vont peut-être reviser ça, je ne sais pas. Mais quand il a été élu là-dessus, là. Ils peuvent revenir avec un tunnel, là, on ne le sait plus, là. Mais entre-temps... Il peut être même bispirituel, Frank. C'est ça. Je savais pas si c'était un show d'humour. Mais entre-temps, vous savez, concrètement, là, on étouffe sur l'autoroute 20 en direction ouest. Et ça, c'était dans leur plan quinquennal d'immobilisation. Et au lieu de le devancer, il a été reporté. Fait que je peux vous assurer que le 3 novembre, je ne vais pas prendre le téléphone, je vais demander une rencontre avec le ministre Drainville pour lui dire, mettez dès cet automne, confirmer la réalisation de ce projet-là. D'ailleurs, quand on a fait l'élargissement en direction ouest, on aurait dû le faire en direction ouest. On ne viendra pas, on ne mettra pas la pâte à dents dans le tube de dentifrice. Mais là, en plus, parce qu'on parlait tantôt, je revenais tantôt, il y a un citoyen là, qui en aura le pompon là, des travaux sur Guillaume Couture. Fait que c'est pas le temps d'aller faire des travaux sur Guillaume Couture quand on va élargir l'autoroute 20, parce que là, le monde va commencer là, à plus que donner des coups de pied d'un cône, à juste titre. Alors, nous, ce qu'on dit, là, c'est faites l'élargissement de l'autoroute 20 le plus rapidement possible. Il y a des échéanciers électoraux qui arrivent pour toutes ces belles formations politiques-là. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mettre dans la vitrine pour les citoyens, de dire, regardez, le troisième lien, on n'a peut-être pas livré, mais au moins, on est capable de vous livrer l'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest. Puis on est ici, là, dans le secteur Saint-Étienne. Bon, tu as le secteur Marie-Victorin. Il y a la route Marie-Victorin qui peut être aménagée en boulevard urbain. Tout le secteur là, de Saint-Nicolas avec la route des Rivières. Ça, c'est des choses qui sont déjà prévues dans le plan quinquennal. Donc, au lieu, je dirais, de promettre mer et monde de choses qui risquent de se concrétiser à moyen, long terme ou qui vont dans tous les sens. Faites du concret. Au lieu de faire des forages là, à Sillery, mettez cet argent-là. C'est environ 100 millions pour élargir l'autoroute 20 en direction ouest. C'est de l'argent concret. On a vraiment de besoin là, pour... c'est bouchonné le samedi matin. Les gens ne comprennent pas, là, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui viennent d'ailleurs, c'est bouchonné sur l'autoroute en direction de Québec en plein milieu de la journée, la fin de semaine, le mardi matin, le mercredi après-midi. C'est à n'y rien comprendre. Franck, quand j'étais stagiaire en génie civil, j'allais sur Décarie. Là, j'ai découvert peut-être à l'âge de 25 ans c'était quoi le trafic. Bien là,
j'ai 25 ans à nouveau parce que sur l'autoroute 20, c'est comme des caries. Puis les gens de Montréal ne peuvent pas réaliser à quel point la densification, à toute heure du jour, la fin de semaine, la semaine, les gens au porte-à-porte me disent, j'ai un rendez-vous chez le médecin, des retraités, ils me disent, je mets ça à 10 heures en plein milieu de journée parce que je ne veux pas être là le matin ou le soir aux heures de pointe. Fait qu'on a vraiment un enjeu. Puis c'est un enjeu de sécurité aussi. Il y a des gens que je vais voir qui me disent, moi, je suis dans l'Ouest, là, puis j'ai un problème de santé, puis on doit me déplacer en ambulance. Fait que vraiment, on est rendu quand même, sans être alarmiste, on est rendu quand même ça nous prend quand même, comme je dirais, un changement. C'est pour ça qu'on veut incarner ce changement-là de leadership politique. Parce qu'il faut se comprendre, là, la 20 Ouest, il n'y a pas une scène de notre compte de taxes qui va là-dedans. Ça ne touche pas notre ratio d'endettement, ça ne touche pas notre compte de taxes, mais ça touche nos nerfs, par exemple, parce que ça touche notre nerf de développement et ça prend un leadership. Et ce que j'ai compris, c'est que le poste, la personne qui occupe la mairie de Lévis a une responsabilité fiscale au niveau de ses contribuables, a une responsabilité au niveau de la sécurité, mais aussi une responsabilité au niveau d'un leadership politique sur les enjeux où la ville n'est pas concernée, mais qui ont des répercussions sur la qualité de vie des gens de Lévis. On sait un peu, c'est un enjeu qui est dans plusieurs villes du Québec et dans plusieurs municipalités. On a tous peur un peu de se montréaliser, dans le sens qu'on voit la ville de Montréal aller, c'est un bordel administratif, c'est un bordel au niveau de la sécurité, c'est un bordel au niveau des comptes oranges. Puis on se dit, on est tous craintifs un peu quand il y a une idée qui est un peu montréalaise qui nous arrive. Puis là, j'en ai vu une sur des pancartes électorales qui me fait tilter bien raide. Je veux avoir votre opinion là-dessus. J'ai vu une pancarte électorale présentement dans la ville de Lévis qui était sur le vélo partage. Les bons vieux Bixi. Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant dans la ville de Lévis, des Bixi électriques? Aïe, 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 aïe. C'est drôle. C'est drôle parce que... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle. C'est parce que, vous savez, moi, j'habite à Saint-Rédempteur. Mes enfants sont allés au collège de Lévis. Puis pendant tout leur secondaire, ils ont voyagé en autobus sur l'autoroute 20. Présentement, ce serait déjà problématique parce que la circulation s'est alourdie. Mais je ne pouvais pas demander à mes enfants de faire 20 km matin, 20 km après-midi, aller-retour. On pense à nos centres d'éducation. On peut être à nos institutions d'éducation. On peut être en faveur de la mobilité, mais il ne faut pas non plus tomber, je dirais, dans... Je vous dirais que c'est pas dans notre plateforme. Franchement, là, c'est pas dans nos priorités non plus, M. Sénéchal. Je comprends qu'il y en a qui prennent des... par contre, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient de faire du tourisme sur la rue Bégin et la Côte du Passage. Je parle à des gens, puis ils me disent qu'il y a des très beaux projets de Airbnb. Mais là, c'est un enjeu de sécurité. C'est pas un enjeu de vélo. Puis je pense pas que ces gens-là... Écoute, avec les côtes qu'il y a à Lévis, le motif Bixi, ils sont aussi bien d'être électriques parce qu'on va pédaler une shot. Airbnb, est-ce qu'on parle bien de ce qui a été interdit par Gilles Laulier sur une pile de 2000 signatures qu'il fallait qu'il signe pour dire qu'il n'y aurait pas d'Airbnb dans la ville de Lévis? Je pense qu'on n'a pas le droit présentement d'avoir des Airbnb dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas vraiment, on n'a pas mis quelque chose, de coucher quelque chose sur notre plateforme, mais c'est clair que dans l'ADN de Prospérité Lévis, quand on dit c'est la prospérité, comment qu'on peut faire en sorte qu'on génère de la prospérité, qu'on génère de la richesse? On parle d'améliorer l'offre touristique, on parle de créer, parle de générer de la richesse. Bien, c'est sûr que si on donne l'opportunité à des gens qui ont des unités, par exemple. Tu vois, je parlais très récemment à quelqu'un qui me disait, moi, j'habite à Montréal, j'ai grandi à Lévis, je veux m'acheter un condo pour venir voir mes parents qui avancent en âge, puis quand je suis pas là, ben, ça serait plaisant de le mettre en location. Ben oui. Puis, c'est des retombées pour les commerces avoisinants, pour l'achalandage, pour les restaurants qu'on veut avoir davantage. Donc, je te dirais, ça, c'est le genre de choses. On n'a pas pris un engagement formel, mais je te dirais, entre avoir des projets de Bixi qui sont encore du décaissement de sous, et il faut voir la faisabilité, et de dire, on peut-tu revoir, on parlait de réglementation tantôt, et ouvrir un peu, respirer un peu, se donner de l'oxygène pour améliorer l'offre touristique avec, avec, par exemple, une flexibilité au niveau de la location Airbnb. Ben, c'est des choses qu'on peut regarder qui ne sont pas nécessairement coûteuses, mais qui vont avoir des retombées économiques. Fait que c'est un peu ça le but. Puis l'autre enjeu, puis permettez-moi là, de bondir sur le sujet, M. Yann, c'est vraiment, puis c'est quelque chose qui m'a frappé à Lévis, c'est vraiment l'enjeu de la sécurité. Vous savez, l'enjeu de la sécurité là, au niveau de la violence urbaine. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 5 à 10 ans à Lévis, qu'on voit de plus en plus. Puis il y a des gens qui m'appellent, qui sont inquiets parce que près d'eux, il y a
Ah, il y a eu des actions qu'on ne voyait pas. C'est des actions très violentes. Il y a des maisons qui ont passé en feu. Il y a des commerces qui ont passé en feu. On soupçonne des liens avec le crime organisé. Il y a des liens avec le crime organisé. Il y a des individus louches qui exploitent qui font des activités illégales et ça se passe, le trafic de stupéfiants. Je parlais tantôt là, du triangle, j'oserais dire, du triangle d'or. Même on a la Pointe-Lévis, on a le Collège de Lévis, on a l'école Marcel Mallette, on a toutes ces institutions-là. Ça, c'est le recrutement qui se passe là au niveau. Il se fait du recrutement puis il se fait de la vente de stupéfiants. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas tolérer ça. Puis, est-ce que dans ce cas-là, on doit faire de la prévention avec les jeunes? On doit avoir et c'est pour ça qu'on veut mettre en place un plan d'action avec nos corps policiers pour leur donner tous les outils nécessaires pour s'assurer qu'on a un signal clair que la racaille n'a pas sa place à Lévis. On va se le dire clairement. Là. Vous dites mettre en place des équipes policières spécialisées dédiées à la lutte contre la criminalité. Oui, exactement. Vous avez parlé de ça dans le débat de la Chambre de commerce, si je me rappelle bien. Oui. Puis on vous a dit que vous ne connaissiez pas vos dossiers parce que, grosso modo, il y a des niveaux au Québec, puis Lévis serait comme un niveau 2, puis qu'il faudrait être niveau 3. Moi, personnellement, je ne connais pas les règles administratives. Pouvez-vous donner un peu d'explication aux citoyens qui écoutent? Qu'est-ce que ça veut dire, ces niveaux-là de police, puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je te dirais, sans tomber dans la granularité là, des corps de police, effectivement, il y a des corps de police 1, 2 et 3, et les corps de police 3 disposent de plus de ressources pour faire face à une menace constante. On peut penser que la Ville de Québec, la Ville de Montréal, c'est un niveau 3 de leur côté. Et là, on le dit tantôt, là, Lévis monte dans les lignes majeures. Ça vient avec les inconvénients et les avantages de la chose. On vit la densification, on vit la présence de crimes, voyons, je veux dire, de gangs de rue puis de groupes criminalisés. Donc, on doit s'adapter à cette réalité-là. Et moi, ce que je veux, c'est que m'assurer que notre corps policier est en mesure d'avoir tous les outils nécessaires pour y répondre. Ils font un excellent travail. Là. Puis je dois dire, j'ai vu des interventions cet été qui m'ont soulagé parce que justement, il y a des gens qu'on aime beaucoup qui restent dans ces secteurs-là, mais il y a des gens qui vivent encore beaucoup d'insécurité. Fait que pour revenir à votre question, effectivement, ce qu'on veut, c'est de se donner tous les outils, puis pas s'entarcher d'un fleur du tapis. Mais pour ce qui est de la crédibilité, je peux te dire, je suis content, je suis très fier. Je parlais tantôt de M. Harper. J'ai réalisé après coup, lorsque j'étais ministre de la Sécurité publique, c'était le plus bas taux de criminalité au Canada dans les 25 dernières années. Fait qu'il y a une recette qui existe pour faire en sorte qu'on puisse envoyer le signal. Puis j'aurais le goût de vous confier, parce que j'ai parlé à d'anciens policiers qui, à l'époque, étaient sur le terrain. Ils m'ont dit, hey, débarrassez-nous des conservateurs. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on ne peut plus rien faire. On n'est plus capable de faire de trafic de drogue, on n'est plus capable d'importer de drogue et ils nous bloquent partout. Fait que pour eux autres, l'avenue de l'opposition puis de partie de l'autre bord, là, c'était quasiment une bénédiction. Puis je m'excuse de vous le dire, mais c'est ça la réalité. Puis à un moment donné, il faut qu'on se dise des vraies affaires parce que si on veut réussir à éradiquer la criminalité, il va falloir qu'on prenne les moyens pour y arriver. Et on est capable de le faire. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, je ne veux pas d'attaque répressive. » On ne parle pas d'avoir une approche humaine avec des gens qui vivent, par exemple, des enjeux d'itinérance. On parle à des criminels endurcis qui veulent corrompre nos jeunes, puis les mettre dans la drogue, puis ruiner leur vie. Bien, je m'excuse, mais on va prendre tous les moyens nécessaires pour que ces gens-là fassent face à la force de la justice dans toute sa plénitude et qu'ils sachent qu'à Lévis, nos policiers sont là pour protéger notre population et qui sont backés à 100% par les élus qui leur donnent les orientations et les directives politiques. Mais justement, il y a une question... Me comprenez-vous? Je tiens à insister là-dessus, parce qu'il y a des gens, là, c'est pas une question là, d'être répressif ou pas, c'est une question de s'attaquer au crime. Puis quand tu fais face à des truands qui ont des armes à feu illégales, tu dois traiter ça avec toute la force de la loi. Puis je veux que nos policiers sachent qu'on va être avec eux pour les backer, pour protéger les citoyens qui n'ont pas à subir non seulement les menaces, l'intimidation de ces gens-là, mais les répercussions sur le quartier, parce que c'est toute la vie de quartier qui est perturbée par ces individus-là. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'intention de tolérer à Prospérité Lévis, équipe Steven Blaney. Non, mais justement, il y a un aspect prévention, il y a un aspect de contrôle, il y a un aspect de prévention. Vous l'avez effleuré, mais l'itinérance, c'est un sujet qui, bon, à Montréal, on en parle depuis toujours, il y a toujours eu de l'itinérance. À Québec, tous les candidats commencent à en parler. Lévis, on sent que c'est plus marginal, mais je pense qu'il y a marginal. Mais il n'y a aucune ville qui échappe à ça présentement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour ça à Lévis? On relocalise le 55, premièrement.
Le 55, pour bien des gens, Ouais. 55, c'est un accueil inconditionnel. Donc, c'est un endroit qui offre de l'hébergement encadré avec des organismes communautaires à des gens qui sont en situation d'itinérance. Donc, ça leur offre un gîte pour une nuit de 24 heures. Il va y avoir la nuit des sans-abri cette semaine. Ils peuvent accueillir combien de gens à peu près? Ils ont une douzaine de lits, là, les experts pourraient vous le dire, mais il y a quand même un bassin de gens qui gravitent autour. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est la localisation. Mais les organismes travaillent là-dessus en collaboration avec le CIUS, en collaboration avec la ville, pour dire est-ce qu'on peut trouver un endroit qui est humainement acceptable pour ces gens-là, où ils sont capables, parce que là, ils sont dans la rue carrément. Le 55, c'est au coin de Bégin, Côte-du-Passage, tu sors, tu es dans la rue. Fait que t'es pas à l'aise, puis ça crée un malaise pour tout le monde aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est de trouver un environnement qui est adéquat pour ces gens-là, et il y a des mesures qui sont en cours. Fait que là, on parle d'itinérance, donc là, on parle d'un travail, c'est complètement différent. On parle d'un travail avec les organismes communautaires, avec une approche humaine pour justement faire en sorte que ces gens-là puissent être traités de façon adéquate, qu'on puisse les accompagner vers la réhabilitation. C'est-tu quelque chose qu'il faut travailler aussi avec la Ville de Québec dans le sens, je m'explique, si demain matin, écoutez, on a des gens fantastiques qui s'occupent de l'itinérance, puis comme par magie, les 12-15 personnes qui ont accès au 55 se ramassent, puis on les réintègre socialement, ils ont un appartement, ils commencent à travailler. C'est vraiment de la grosse magie. Ça se peut-tu que des itinérants du côté de la Rive-Nord de Québec décident de dire OK, les ressources ont l'air quand même bien à Lévis, puis ils vont traverser à Lévis? Est-ce qu'on fait face à un problème, dans le fond, qu'il faut que la Ville apprenne à dealer de façon perpétuelle avec, dans le sens que on pense pas qu'on va réussir à la mettre à zéro éventuellement, parce qu'il y a un problème d'itinérance qui est fort du côté de Québec, puis on sait que les itinérants peuvent naviguer entre les deux rives, bien évidemment. Donc, si on augmente les ressources à Lévis, bien, éventuellement, ils vont aussi ils vont être utilisés, ces ressources-là. Puis je pense que c'est une bonne chose d'en avoir. Ouais. Il y a tout le concept aussi de la drogue qui est lié avec ça. Ouais. C'est quand même un enjeu qui est extrêmement complexe. Je pense qu'on a des gens dans des OSBL qui travaillent ces enjeux-là qui sont d'une grande qualité. Mais est-ce que l'approche de la Ville est de soutenir ces OSBL-là ou de prendre les employés publics, autrement dit, les employés de la Ville de Lévis, puis qu'eux aillent donner les services? Non. On veut continuer à D'abord, j'ai fait des rencontres au cours des dernières semaines. On a des excellents organismes communautaires, je pense. Puis on a des excellentes ressources au teint. Même, il y a des gens qui étaient à la retraite qui sont revenus spécifiquement pour, je dirais, s'attaquer à cet enjeu-là de l'itinérance à court terme. Donc, ils ont toute notre confiance. Puis, je le dis souvent, nos organismes communautaires. Puis surtout dans le cas de l'itinérance, j'aime beaucoup l'approche humaine de nos organismes communautaires. Maintenant, ils doivent se sentir épaulés et ils doivent sentir aussi que lorsqu'il y a des enjeux, je vous dirais, j'en reviendrai, premièrement, sur l'itinérance, il y a deux enjeux. Premièrement, il y a ce que je parlais tantôt au niveau des groupes criminalisés. Il arrive parfois que ces groupes criminalisés-là vont vouloir abuser de nos itinérants. Puis leur offrir des conditions de vie, je dirais, subhumaines. Ça, on n'acceptera pas ça à Lévis non plus. L'autre affaire aussi, c'est au niveau des organismes communautaires, ils sont là pour les encadrer, ils sont là pour les supporter, mais également, je vous dirais, ben là, c'est ça, j'ai un peu, écoutez, au niveau de l'itinérance, c'est clair qu'on doit avoir une approche humaine. Je dirais ça comme ça, mais là, je ne m'en tiendrai pas à ça, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pas de problème. J'avais un idée en tête, puis elle m'a échappé. Pour les gens qui nous écoutent, qui viennent d'ailleurs, ça peut peut-être paraître peut-être ils vont être surpris d'entendre parler de ça, mais à Lévis, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants dans les dernières années qui se sont installés. On sent que la démographie de la ville évolue, ça change. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des défis d'intégration à Lévis? Y a-t-il des choses qu'on peut améliorer au niveau soit de l'aide à ces nouveaux arrivants-là? Comment vous voyez un peu ce... Parce que moi, je le vois depuis que ça fait 3-4 ans que je vis ici, puis déjà en 3-4 ans, on le voit... Que ça change. Là. Qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des défis de ce côté-là? C'est quoi qu'on peut améliorer? Je vous dirais, Frank, excuse l'expression, mais open for business. Là, parce qu'on va se dire, avec le chantier, qu'il y a 1 milliard d'investissements simplement pour... Chantier Davy, ça? Chantier Davy, chantier naval Davy à Lévis, le plus grand chantier canadien. Ils sont en train d'investir 1 milliard présentement pour moderniser les infrastructures, puis il y a 10 milliards de contrats qui s'en viennent. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Les gens du chantier me disent, écoute, on a de la main-d'œuvre portugaise, on a de la main-d'œuvre espagnole,
Espagnols, on a de la main-d'œuvre d'Amérique du Sud, on a plein de gens qui vont venir. Fait qu'on n'a pas fini de voir, je dirais, le visage de Lévis changer, évoluer. Puis ça, je te dirais, c'est quelque chose, moi, que j'embrasse, si tu veux, dans le sens qu'on a besoin de renouveler notre population avec une population active. Puis, le bon exemple de ça, c'est la ville qui contribue actuellement à la fête interculturelle, puis elle prend une dimension de plus en plus festive, je ne dirais pas folklorique, mais quand même de retrouver nos racines tout en célébrant la diversité. Fait que ça, je te dirais, c'est une avenue, pour nous autres, c'est une avenue, pour moi, c'est une avenue incontournable, c'est une voie de passage pour la croissance de Lévis. On le voit, il y a des gens qui viennent de tous les coins du pays, le nord de l'Afrique, donc on a des gens de partout, puis c'est un phénomène qui est appelé à s'accentuer, puis on en a besoin de cette main-d'œuvre-là. Souvent, quand, par exemple, on parle de l'organisme Tremplin, ils nous disent que notre modèle de développement économique au Québec repose sur les travailleurs temporaires. Fait qu'on a besoin de ces gens-là, on a besoin de cette main-d'œuvre-là. On le voit ici, on pense par exemple à aux cultures maraîchères. On a besoin, donc c'est pas terminé. Et on doit effectivement... Mais ça, je dirais, il y a quand même... Et on est là pour supporter... la ville va être là, on va être là pour supporter ces organismes-là. Ouais. Je m'amuse toujours avec les fins de podcast de parler des infrastructures sportives. Vous avez glissé un mot tout à l'heure sur Georges Maranda. Le modèle que vous avez proposé, c'est d'utiliser un OSBL notamment pour l'entretien du terrain éventuellement. Je discutais avec un ancien employé de la ville de Lévis, puis il me disait que quand il y a eu des projets comme de ce type-là sur la ville de Lévis, on peut penser par exemple à Onco, le stade de soccer et également l'Arena. Il me disait à l'époque, quand l'Arena était fait du côté de Saint-Romuald, il y avait eu des manifestations des cols bleus de la ville pour s'opposer à un projet comme celui-là. Si vous donnez l'entretien des terrains du complexe Maranda, par exemple, en gestion à un OSBL éventuellement, est-ce que vous voyez des problèmes potentiels avec le syndicat de la ville de ce côté-là? Franchement, je pense qu'on a vraiment besoin. Ça m'amène. Non, je ne vois pas de problème. Au contraire, je vois qu'ils vont être contents de travailler en mode solution. Puis il y a déjà beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de pain sur la planche. Au contraire, je pense qu'on peut trouver des modèles, des formules novatrices pour justement les délester peut-être de tâches un peu qui sont moins intéressantes pour eux autres. Puis finalement, avoir une formule gagnante. Puis je te dirais, parler d'infrastructures sportives. J'en reviens un peu sur les Jeux du Québec. On parle de retombées. On parle de 2000 athlètes, 3000 athlètes, 2000 bénévoles. Je pense qu'il y a vraiment... Je pense que ça va être accueilli à bras ouverts. On a vu comment ça s'est fait à Québec. Ça s'est fait de façon plutôt harmonieuse. Est-ce que c'est facile, vous pensez, de l'avoir, cette candidature-là? Parce que là, récemment, les villes qui l'ont eu, on parle de Saint-Georges très récemment, Trois-Rivières, évidemment. Il y a eu Rimouski. Moi, j'ai vu de mes yeux les changements d'infrastructure à Rimouski quand on y a été. Est-ce que vous pensez que la ville de Lévis a des chances d'avoir une candidature comme celle-là? Je dirais d'autant plus que la moitié de la ville de Lévis les a déjà eues parce que la seule... On a fouillé depuis 70 qu'il y a les Jeux du Québec. La seule fois où dans la région ici, c'était ce qu'on appelle les MRC de Chute de la Chaudière, les municipalités à l'ouest. Ils ont eu les Jeux. C'était les Jeux d'hiver, Jeux d'été, mais on les a eus. Donc, la ville de Lévis est regroupée. Évidemment, il y a des délais, mais la ville de Lévis est en posture parfaite, je dirais, au niveau de sa population. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'inventaire de nos infrastructures. Mais je parlais, par exemple, aux gens de gymnastique. Ils me disent qu'ils font souvent les palestres de gymnastique. Ils font souvent les finales de Chaudière-Appalaches ici à Lévis. Fait qu'il y a déjà un noyau. On a des gens... Puis je dois vous dire qu'on a des méchants ambassadeurs. Là, je pense à Laurent Dubreuil, qui est un champion olympique. On a vraiment des athlètes de renom. Je pense à M. Chabot, Thomas Chabot. Oui. On vient de retirer son chandail. Ce gars-là, il est présentement pour les sénateurs d'Ottawa. Il a commencé à toute fin pratique sa carrière professionnelle ici, là, à l'Aréna de Lévis, avec les commandeurs qui sont maintenant les chevaliers. Fait qu'on va vraiment avoir... Moi, je vois vraiment une très, très belle édition. Et ça, c'est important, notre sentiment de fierté. Avec tous les controverses qu'il y a eu justement avec l'Aréna André Lacroix dans le quartier de Lauson, est-ce qu'on a assez de place à Lévis présentement? On sait que Saint-Romuald, l'Aréna est en très fin de vie, là, on s'entend. Est-ce qu'on a assez de glace présentement? Ben non. L'étude vient de démontrer, une étude de professionnels vient de démontrer qu'on a un minimum besoin de 3 glaces. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un organisme à but non lucratif, Mouvement sportif Lévis, qui vient de tenir une activité avec Jacques Tanguay récemment, qui ont dit... Il est temps que l'on se dote d'un 3 glaces additionnel à Lévis, idéalement jouxté à, par exemple, dans l'environnement du secteur de Lévis-Centre,
qui nous permettrait de bonifier notre offre pour des productions culturelles, pour des foires. Vous savez, on avait l'événement Hit the Floor ici à Lévis. On l'a perdu parce qu'on n'a pas les infrastructures. Quand je suis arrivé ici à Lévis, il n'y avait pas de centre des congrès. On faisait des cocktails au motel Rond-Point. Bon, là, on a un centre de congrès, on l'a agrandi. Bien là, il est temps qu'on passe à la phase 2 et qu'on se dote d'un 3 glaces avec un amphithéâtre sportif, idéalement de 8000 places. Mais ça va être, évidemment, ça va prendre une contribution du privé, ça va prendre du mécénat. Pourquoi? Parce qu'on le mentionnait tantôt, la Ville est très, très prise avec son 300 millions qu'elle doit investir pour le traitement de ses eaux usées, puis garder son taux de taxation bas. Fait que c'est pour ça que vous passez par des OSBL, autrement dit, c'est que vous trouvez une manière autre de financer tout ça parce que ça ne viendra pas de la dette de Lévis. Là. Je vous dis exactement. Ce que je vous dis, c'est que la Ville de Lévis va se concentrer sur ses services de base. Les déchets, la gestion des matières résiduelles, le traitement de l'eau potable, le traitement des eaux usées, les trottoirs, les rues. On a un plan quinquennal d'immobilisation, puis avec ça, on va garder un compte de taxes en deçà de l'inflation, ou même mieux. Puis on va ramener l'équilibre intergénérationnel en réduisant le ratio d'endettement. Mais pour continuer à se doter d'infrastructures sportives, on va faire appel à des structures novatrices, comme vous l'avez dit, avec des OBNL, puis aussi avec des formules comme il se fait à Gatineau. Et on a des organismes, on a des jeunes, on a des organismes qui sont prêts à faire ça à Lévis. Je vous dirais, vous ne reconnaîtrez pas Lévis dans 4 ans avec Prospérité Lévis. Équipe Stephen Blaney! Mais en terminant, j'ai le goût de vous poser quelque chose, ça va être plus personnel puis relié à la campagne, comment ça se passe. C'est que vous avez été au fédéral. Quand on est au fédéral, il y a 50 sondages dans une semaine qui sort, un ANOS, un Palace Data. Ouais. On sait, il n'y a presque plus de surprises. Des fois, c'est plate, on se dit, lui, c'est ceux qui est élu. Ouais. Lui, c'est ceux qui est élu. Au municipal, c'est là où il y a le plus de surprises. On est un peu dans le néant. Des fois, il y a un sondage, des fois, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas eu à Lévis. Je pense qu'il n'y en a pas eu à Lévis. Les gens qui, tu sais, dans le fond, on ne sait pas trop où ça s'en va comme candidat, comme potentiel maire. Comment vous voyez, comment vous arrivez à vous faire une tête de comment va votre campagne? Est-ce que le message pogne? Est-ce que le message ne pogne pas? Parce qu'au fédéral, c'est facile. Il y a un sondage qui sort, tu dis, je suis en difficulté ou ce sondage-là est favorable. Je pense que les politiciens le savent un peu à l'avance où ça s'en va. Des fois, on l'entend d'anciens staffers dire, regarde, deuxième semaine de campagne, on savait qu'on allait perdre à cause de tous ces sondages-là, les agrégateurs. Au municipal, comment on gère ça? Je te dirais, Frank, je ne suis pas un gars de sondage. En 2006, j'ai fait une campagne au Rôle-et-Pâquerettes. Les gens ne nous voyaient pas venir. C'était considéré comme une forteresse conservatrice. Puis bang, le soir d'élection, c'était Blaney qui a été élu, Jacques Gourde, Maxime Bernier. Et évidemment, écoute, je te dirais, pour moi, je dis toujours, le vrai sondage, c'est le 2 novembre. Maintenant, c'est clair que je suis très fier d'avoir pu servir les gens de Lévis, d'avoir participé au Quai Pocket à bien des projets. Puis je dois te dire, souvent, quand je vais sur le terrain, quand je n'ai pas sur... c'est le fun de revoir le monde de Lévis. J'aime le monde de Lévis. Je suis content d'avoir traversé le fleuve 7 fois à nage, d'avoir fait des cliniques de passeport. Puis les gens s'en souviennent. Fait qu'écoute, moi, j'encourage tout le monde à aller voter, peu importe l'orientation politique. Mais je pense qu'à la fin de la journée, tous ceux qui font de la politique, ils vont à quelque part pour les bonnes raisons. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et puis, pour ma part, c'est une belle aventure. C'est la première comme chef d'une formation politique avec 15 candidats et candidates d'excellentes pointures qui ont tout un background. On a des gens dans le monde de la santé, pharmacie. Fait que, à suivre. Mais le vrai sondage, ça s'en vient vite. C'est le 27 et le 2 novembre. Absolument. Ben, ça sera le mot de la fin. Allez voter. Exact. Pour du changement. Vous avez le droit. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir eu en studio. Merci, M. Merci de m'avoir permis de mettre mes tripes sur la table. Absolument. Merci.